lumineuse. Et puis là, je constate que vous êtes suffisamment prêts pour qu'on se sente en contact. Et j'espère que pour que vous puissiez facilement prendre la parole si vous souhaitez. Cette soirée, elle est née suite à quelques soirées de discussion sur l'éducation que Yann avait organisée l'année dernière avec l'association Motrice. Et suite à la projection du film Même qu'on est imbattable, qui a eu lieu il y a un mois au Kinépolis. Ça va, vous m'entendez bien dans le fond? Moyen? Non. Alors je vais parler un peu plus fort et si ça va toujours pas, vous me faites des signes. Ce film, c'est un film qui est sorti cette année, qui a été réalisé par deux jeunes franco-scandinaves sur comment fait la Suède, qui a depuis 40 ans, comme premier pays dans le monde, à abolir les violences éducatives ordinaires. Leur objectif, c'est d'apporter le message en France où ça n'est pas du tout le cas et où culturellement les violences éducatives ordinaires sont encore très ancrées. Apporter le message que oui, c'est possible, que ce pays n'est pas parti à la dérive depuis 40 ans, que bien au contraire, c'est plutôt très positif. Et puis, elles continuent leur tournée actuellement en France pour militer pour que ça change. Et suite à cette projection, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus et il y a eu une très longue discussion qui aurait pu se prolonger manifestement pendant très longtemps, de gens qui, d'une part, exprimaient un isolement dans leur choix d'une éducation sans violence, un manque de soutien, puis parfois aussi un manque d'idées de comment faire autrement. Donc on a eu l'idée et envie de réorganiser des discussions et des rencontres pour répondre un petit peu à ces deux besoins et puis peut-être à d'autres besoins et à notre envie, à nous aussi, de faire changer les choses dans ce sens-là, parce que ça nous paraît extrêmement important. Donc cette soirée, cette projection, elle était co-organisée par l'association Motrice et les Colibris 57. Agnès, Yann et moi, on a continué dans la foulée, on était déjà impliqués dans la soirée, pour organiser cette rencontre et on espère que ce sera une première rencontre. Mais notre question finale, ce sera aussi est-ce que vous avez envie et est-ce que vous avez des idées de suite à donner, de rencontres de ce type-là ou d'autres choses sur ce sujet-là. Je vais peut-être laisser dans un premier temps Olivier présenter l'association Motrice. Ça va rapidement en 5 minutes. S'il y a des personnes qui entendent mal parce qu'il y a du bruit, n'hésitez pas à vous mettre là, il y a de la place devant, rapprochez-vous si vous n'entendez pas, il y a de la place sur le côté. Donc l'association Motrice, effectivement l'équipe Alter Éducation fait partie de l'association Motrice. Donc pourquoi au sein de l'association Motrice on réfléchit à cette thématique? Donc en gros ça fait à peu près 2 ans qu'on a créé cette association. Donc en fait c'est un outil pour participer à un changement de modèle de société, pour se diriger vers une structure sociétale fiable. Donc on participe à ça aux côtés de nombreuses autres structures, individus, associations. Donc parce qu'on fait le constat qu'actuellement ce qu'on fait ça ne va pas perdurer dans le temps, c'est impossible. On est en train d'épuiser les ressources naturelles, on est en train de détruire la faune, la flore. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim, une personne qui meurt de faim toutes les 4 secondes, il y a de la pauvreté extrême, il y a de nombreuses problématiques et ça s'aggrave de pire en pire. Donc on est de plus en plus à faire le constat. Et le but là, c'est vraiment de dire ok, ça va pas, mais on peut créer une nouvelle réalité, on peut créer de nouvelles choses et créer un avenir serein qui soit vraiment viable pour nous et les futures générations. Donc c'est mettre en place des actions concrètes pour changer les choses. Donc il y a toute une partie réflexion et une partie action. Donc au niveau de la partie réflexion, on va aussi réfléchir à comment plus de 7 milliards d'humains pourraient s'organiser sans tout détruire. Donc on va réfléchir aux organisations sociétales d'avenir qui pourraient ne rien avoir avec ce qu'on fait actuellement, à certaines notions qui pourraient ne plus exister ou être revisitées complètement. Nous, on a nos idées, mais on met aussi en avant des idées d'autres structures. Donc on réfléchit à la décroissance, à l'économie distributive, à l'organisation démocratique globale, à l'économie basée sur les réseaux. Enfin, il y a plein d'idées différentes pour dire que l'humanité pourrait fonctionner différemment. Et après aussi, on réfléchit à comment on fait pour basculer d'un modèle de société à un autre. C'est pas évident, c'est pas en 3 jours que ça va se passer, ça peut être en plusieurs années, plusieurs décennies. Et stratégiquement, quels outils, quoi faire, quoi mettre en place pour changer les choses. Est-ce qu'il y a un revenu de base, un salaire à vie ou des
ça pour les tout petits mouvements, toute la partie réflexion. Et après au niveau des actions, donc pour le moment c'est à Metz et à Nancy. Donc, quelques exemples d'actions parce qu'il y en a beaucoup, il y a à peu près une quinzaine de projets en cours. Donc on crée des projets, on participe à des projets avec notre structure, à des projets existants. Un exemple de projet, par exemple à Metz 3, ça fait depuis à peu près 2-3 mois. On a ouvert un local. L'objectif c'est que les gens puissent emprunter rapidement des objets. Si quelqu'un donne un jeu de société ou un appareil à raclette, une perceuse ou autre chose, elle vient dans ce local, elle l'emprunte rapidement. Ça peut être une semaine, un mois ou plus, et quand elle a 2 jours, et quand elle a terminé d'utiliser, elle va ramener un nouveau local pour que d'autres puissent l'utiliser. Là, l'objectif, c'est de dire la problématique, c'est qu'on est en train d'épuiser les ressources naturelles. Si on regarde les statistiques, il y a plein de choses qui vont disparaître prochainement. Plein de métaux, l'or, le zinc, l'acier, il y a plein de choses qui peuvent disparaître. Donc là, ça veut dire au lieu de produire comme on fait là, et comme une croissance infinie, de produire toujours plus, puis au lieu de produire 200 perceuses, pourquoi pas en produire 5 et les mettre en partage et envisager, pourquoi pas par la suite des modèles de société basés sur ces principes. C'est des petites actions concrètes qui pourraient être plus grande échelle. Ça, c'est un exemple d'action. Sinon, on organise aussi des zones de gratuité. Donc, c'est le même principe, sauf que les gens peuvent le prendre dans des zones de gratuité une semaine. Que beaucoup d'objets donnés, beaucoup d'objets pris, toujours pour montrer qu'on peut aussi envisager des choses comme le partage, la coopération, la gratuité. Et voir pourquoi pas on retrouve des valeurs comme ça qui soient les fondements de la société de demain. Sinon, un autre exemple de projet, c'est bûcherie et bicyclette. Donc là, c'est chaque mardi et chaque vendredi, donc avec un vélo électrique et une remorque, on récupère des épluchures au sein de restaurants. Parce que là, actuellement, les épluchures sont amenées à Galis et sont brûlées. Donc là, l'objectif, c'est de les récupérer et après d'en faire du compost. Donc on a un site de compostage à Poudard. Le compost, on le distribue gratuitement à des jardiniers, des jardins incroyables domestiques. C'est des jardins ouverts à tout le monde, tout le monde peut jardiner, tout le monde peut se servir gratuitement. Encore un autre exemple de projet, là on participe, c'est un projet autosuffisance alimentaire. Donc l'objectif c'est de relocaliser la production alimentaire à Metz, parce qu'actuellement à Metz on a 1,07% d'autonomie alimentaire. Donc tout ce qu'on consomme en fait on importe, et tout ce qu'on produit aussi ici on exporte. Donc il y a plein de choses mais il n'y a pas de logique, donc on essaie d'apporter un peu de logique pour réorganiser les choses différemment. Donc là c'est quelques exemples de projets, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez aller voir sur le site internet Motrice si ça vous intéresse. Donc c'est Motrice, c'est M-O-T-R-I-S, motrice.fr, et là vous avez l'onglet équipe, toutes les équipes, avec des infos sur ce que fait l'association. Et après, si ça vous intéresse, sur le site internet, vous pouvez participer aux activités, il y a l'onglet contact. On recherche aussi, on envisage aussi, on réfléchit à la société de demain, peut-être que les notions d'emploi et d'argent pourraient être utilisées différemment, voire ne plus exister. Mais actuellement, c'est des outils qu'on utilise pour efficace, donc on essaye de créer des emplois. Normalement, en 2019, il y aura 1 ou 2 emplois créés, les premiers. Et si on recherche des financements, que ce soit des dons mensuels, que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros par mois, par exemple, comme ça, il ne faut pas hésiter aussi donc, de participer financièrement, que ce soit aux activités financièrement aussi, qui nous abonnez à la newsletter sur le site internet pour avoir les actualités. Donc voilà un petit résumé, je pourrais présenter ça pendant 2-3 heures, mais voilà un petit résumé de ce qu'on fait pour essayer de faire de part comme les colibris pour quelque chose. Et puis voilà, donc là, l'équipe Interéducation, c'est une équipe de réflexion qui peut aboutir aussi sur des actions concrètes de l'association Motrice. Voilà pour la petite présentation. Donc Agnès, je suis ici pour la simplification des colibris. Les colibris, pour les personnes qui connaissent ou qui connaissent un peu moins, inspirer, relier, soutenir. L'idée, c'est, dans toute situation, pour modifier en fait le monde actuellement tel qu'on aimerait qu'il soit, c'est de faire sa part, c'est-à-dire aussi petite soit-il, de prendre le temps de se dire dans quel sens je veux avancer, qui va faire qu'il va y avoir vraiment un réellement changement de société. Ici, plus particulièrement, on vient avec l'éducation, c'est pour ça qu'on est avec le groupe Alter Éducation de Motrice, avec Anaïd, en fait, sur l'ensemble, et avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par laisser la parole à Yann et je viendrai compléter. Oui. Oui, absolument indispensable. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très très important et Anaïd nous fait quelques phrases aussi. Juste un petit quelque chose, j'ai oublié, si ça vous intéresse de participer aux activités ou recevoir un newsletter, il y a aussi une feuille, vous pouvez inscrire votre adresse mail, comme ça on vous ajoutera. C'était juste pour ça. Oui, donc
hier, je crois que c'était hier le débat à l'Assemblée nationale, donc il y avait vous en avez entendu parler pour certains, il y a des députés, des ministres qui depuis des mois travaillaient pour essayer de nouveau, ça a été essayé plusieurs fois en France, de faire passer une loi qui interdise les violences éducatives ordinaires. Le débat a eu lieu hier et il a donné lieu à ce que l'association OVO sur son site a titré « Un pas vers l'interdiction de la violence éducative ordinaire ». Donc OVO, c'est une organisation qui travaille pour abolir toute violence éducative et qu'on appelle ordinaire en France. Concrètement, ce débat s'est traduit par la formulation ajoutée au Code civil pour définir l'autorité parentale, ajouter à la définition de l'autorité parentale qu'elle s'exerce sans violence physique ou psychologique. C'est la première fois que c'est mentionné dans le Code civil, que c'est mentionné officiellement en France. Donc c'est un pas vers l'abolition de la violence éducative ordinaire. Je crois qu'Agnès en reparlera de nouveau tout à l'heure et proposera un peu de voir le côté positif et le pas en avant et comment faire d'autres pas en avant. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai du mal à être positive parce que j'avais beaucoup plus d'espoir que ça. Et qu'en fait, cette loi, et là c'est pas seulement moi qui j'ai vérifié tous les journaux, toutes les sources disent c'est symbolique. Voilà. Les députés ont pu se mettre d'accord sur un acte symbolique qui est de verbaliser le fait que l'éducation doit avoir lieu sans violence, précision physique ou psychologique. L'OVO dit que en fait, le point central pour que ce soit réellement une loi contraignante et concrète, c'est de parler des châtiments corporels et d'être plus précis et plus concret dans ce qui est interdit parce que la formulation de violence physique et psychologique fait penser à l'idée de maltraitance grave et avérée. Or, la violence éducative va au-delà de ça. Donc cette loi qui a été dénommée la loi contre la fessée, oui la fessée c'est symbolique aussi, mais il y a plein d'autres choses. Et donc voilà, la France a fait un pas dans cette direction-là. Après avoir vu le film Même qu'on est imbattable, j'espérais qu'on arriverait à ce qu'on voit en Suède. Mais il est vrai qu'en Suède, ça a été une loi qui a été imposée par le gouvernement qui n'était pas souhaitée de façon populaire, que le gouvernement a mis en place avec ça aussi toute une campagne d'information, et y compris sur comment faire concrètement autrement, comment éduquer autrement. Donc c'est vrai que pour que ça soit efficace et pour que ça change vraiment, il faut quelque chose de très concret, il faut un vrai grand dispositif. Voilà, donc ça ne sera pas pour 2018, mais on a fait un premier pas. Je voulais juste préciser aussi qu'il existe dans la loi française encore l'idée du droit de correction. Le droit de correction existait autrefois dans la loi française également pour, il pouvait ce droit être appliqué, si je ne me trompe pas, aux soldats, donc par leur supérieur, et aux femmes par les hommes. Ce droit de correction sur les femmes et sur les soldats n'existe plus en France, mais par contre le droit de correction existe sur les enfants. Voilà. Je n'arrive pas du tout à être objectif quand je parle de ça, donc j'ai même pas essayé. Mais voilà, je crois qu'Agnès apportera des éléments plus objectifs tout à l'heure, qu'on puisse aussi, c'est important d'avoir des éléments objectifs pour vraiment discuter. Je vais laisser donc la parole à Yann et à Agnès qui vont parler, qui vont reprendre, je crois Yann, tu vas reprendre un petit peu le livret pédagogique du film dont je viens de parler, parce que je ne sais pas qui l'a vu ce film. Voilà, donc pas tout le monde. Donc tu vas pouvoir en parler. Et puis Agnès voulait apporter particulièrement aussi le côté justement constructif, positif, comment faire autrement, parce qu'effectivement il ne suffit pas de déclarer ça, c'est pas bien. Il faut aussi envisager de construire. Et puis n'hésitez pas à intervenir pour poser vos questions ou autres en cours de route. On est là pour discuter. Bon. Alors moi, en fait, la violence, elle n'a pas, selon moi, elle n'a pas une seule forme, la violence. Tout le monde m'entend? Ouais.
Plus fort, non. Donc la violence n'a pas une seule forme. L'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de penser que finalement les violences, c'est qu'un problème intrafamilial, un problème éducatif à l'intérieur des familles, et la société, le reste de la société serait hors de cause. Évidemment, non. Les premières violences, elles sont souvent, en fait, elles ont plusieurs origines. Elles sont souvent aussi institutionnelles, elles sont culturelles, elles sont historiques. Il suffit de revoir notre histoire. Moi, personnellement, je suis professeur d'histoire, entre autres, et de lettres et de philosophie. Mais il suffit de revoir comment, encore à l'heure actuelle, on enseigne l'histoire. C'est l'histoire des guerres, en fait. Donc, comment exiger de familles qu'elles éduquent leurs enfants sans violence, alors que la société ne donne pas cet exemple-là. Comment les pays, les États règlent leurs différends entre eux, ben c'est souvent par les guerres. Donc, forcément, si la personne qui nous donne le modèle, elle est hyper violente, si les États sont hyper violents entre eux, on ne peut pas attendre des familles qu'elles soient non plus pacifiées. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau aussi institutionnel. Et pas simplement, c'est un problème d'histoire culturelle, en fait. Donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est quelques citations. Quelques citations. Donc, cette citation de Marie-France Irigoyen, quand on a rencontré la violence en France, c'est comme une langue maternelle qu'on a apprise. Moi, cette citation, elle me semble très profonde. C'est quelque chose de très profond. Oui, c'est une langue maternelle. La violence est une façon de s'exprimer. C'est une façon de faire usage de son énergie vitale, de son énergie de vie. Si on ne sait pas la mettre la civiliser, en fait. Si on ne sait pas la rendre acceptable. On est tous violents. Tout être humain est violent. Il y a une énergie de vie en lui. Il y a une violence vitale. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on apprend à la rendre acceptable socialement. Comment on arrive à qu'est-ce qu'on fait de cette puissance de vie qui nous anime, sinon on ne serait pas vivant. S'il n'y a pas d'énergie de vie, il n'y a pas d'être vivant, on est humain. On n'est pas. Donc il y a ce concept que certains philosophes appellent violence, la violence vitale, l'énergie vitale. Et après, qu'est-ce qu'on fait de son énergie vitale? Soit on en fait des choses constructives et socialement ou moralement acceptables, on crée des choses, on établit des choses, on investit son énergie de vie dans un travail constructif, dans la créativité, dans une multitude de choses qui sont utiles à la communauté humaine, à la société, ou on en fait quelque chose de beaucoup plus contestable, de beaucoup plus socialement difficile à assimiler, à métaboliser. On fait un déchaînement, on déchaîne une vraie violence parce que l'énergie de vie n'est pas guidée correctement. C'est tout en fait. C'est la base. Donc c'est une langue. Donc ça veut dire, là c'est l'aspect quand même positif et optimiste de la chose, c'est qu'on part par une éducation, on peut contrer cette violence initiale, on peut la transformer en quelque chose de plus raffiné et de plus utile, non seulement à soi-même, mais aux autres. On se construit en fait. On se construit par la bonne gestion de son énergie de vie. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne gestion de son énergie de vie, hein? Qu'est-ce que c'est souvent, c'est instrumentalisé par la société, elle est hiérarchique, elle est hiérarchisée. Et les pouvoirs, à partir du moment où un être humain a un pouvoir sur un autre être humain, le contrat entre les deux est faussé. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Qu'est-ce que c'est qu'un responsable hiérarchique? C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir une relation humaine complète. C'est-à-dire, un chef, c'est quelqu'un, c'est une fonction, et on met cette fonction au-dessus de l'être humain. Cette fonction prime sur l'être humain. Ça coupe donc la relation humaine pleine et entière, et toute relation de pouvoir est une relation basée sur une violence, mais une violence socialisée et invisibilisée, rendue socialement acceptable. Donc ça coupe l'égalité entre les êtres humains, entre les hommes et entre les êtres humains. On entend beaucoup aujourd'hui qu'on est dans des sociétés, et on se rend compte qu'on est aussi dans des sociétés patriarcales, donc on voit l'origine
de l'inégalité aussi entre les hommes et les femmes. Culturellement, c'est l'exercice d'une violence, mais culturalisée, rendue socialement acceptable, rendue invisible, qui fait qu'il y a une inégalité entre hommes et femmes, par exemple. Ça, donc, autre citation. Ça, elle me paraît très juste, parce que quand on a des idées nouvelles, quand on reçoit des informations nouvelles qui nous paraissent complètement étranges, ben, au début, on a un sentiment d'étrangeté, donc on a un sentiment de rejet parce qu'on se sent menacé par une idée nouvelle qui n'était jamais entrée dans notre champ de conscience. C'est ce qui se passe beaucoup avec la problématique des violences éducatives ordinaires, qu'on peut appeler ordinaires, ou moi je les appelle aussi invisibilisées, rendues invisibles, rendues normalisées. On est très violent avec l'enfant parce que c'est pour son bien. On veut son bien. Il n'y a pas de parents qui veulent au fond le mal des enfants, même les plus maltraitants. Ils veulent le bien, mais ils ne savent pas comment l'exprimer, ils ne savent pas comment gérer leur propre violence et ils éduquent par la violence. Donc toute idée juste passe par 3 phases. D'abord, elle est ridiculisée, une idée trop neuve, trop novatrice, et on la trouve dans un premier temps ridicule. Et donc on la ridiculise. Donc pendant des siècles, ce que je vous dis, il y a des gens qui ont tenu ce discours à travers les siècles, des pédagogues, des éducateurs, depuis la plus haute antiquité, mais ils ont tout souvent été ridiculisés parce que cette idée, elle remet en cause l'organisation sociale hiérarchique, elle remet en cause les sociétés, comment elles sont fabriquées. Et si on suit mon idée, à terme, on libère l'individu, on l'émancipe, et il n'y a plus de chef. Sauf que le pouvoir, lui, il veut se maintenir jusqu'au bout. Et il n'est pas d'accord. Voilà. Donc, toute idée juste passe par 3 phases. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle suscite une forte opposition. Une fois qu'on pense que les gens qui possèdent le pouvoir, les instances qui possèdent un pouvoir, ils veulent le conserver, évidemment. Donc, ça suscite aussi une forte opposition. Mais pas seulement, ça suscite aussi une forte opposition aux gens qui prennent conscience que cette relation de pouvoir, elle était complètement inégalitaire, et quelque part, on les a spoliés de leur force de vie. Ça peut se voir sur le terrain économique, mais sur le terrain politique, sur le terrain social, sur toutes sortes de terrains, en fait. Enfin, elle est admise comme ayant toujours été une évidence, une fois qu'elle est assimilée par la société, et bien brutalement, on passe de forte opposition à ça a toujours été une évidence. Comme la peine de mort, par exemple. La peine de mort, c'est pas si vieux. 1981, gouvernement socialiste, Mitterrand prend le pouvoir, gagne les élections, il impose l'abolition de la peine de mort contre l'opinion publique française. Il va à l'encontre, il prend le risque d'aller à l'encontre de l'opinion publique. Donc il impose politiquement l'abolition de la peine de mort. Or, s'il avait fait un référendum, il aurait perdu, hein, c'est sûr. Donc on peut voir ça comme ça, et maintenant, ben, c'est quand même assez incontestable. Pas dans tous les milieux, mais grosso modo, même les partis les plus extrémistes en France, pour l'instant, ne contestent plus ça. C'est devenu une évidence. Alors qu'il y a encore 40 ans, c'était pas du tout une évidence. Ça a suscité une forte opposition. Donc ça, c'est l'explication de cette première citation du philosophe allemand Schopenhauer. C'était un grand pessimiste, mais la citation en elle-même n'est pas si pessimiste que ça. Elle est porteuse d'une force de changement. Ça me paraît être une citation assez émancipatrice, assez subversive. Alors, deuxième citation, il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Vous voyez les 3 secteurs, politique, économique et social. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes, les femmes notamment, dans ses rouages silencieux et bien huilés. On regarde toujours la constante de l'invisibilisation. Si on veut contrôler cette minorité, de contrôler une majorité, elle est obligée d'invisibiliser ces techniques de domination. Ça s'est toujours fait comme ça. Donc, la seconde est la violence révolutionnaire, même quand on met en place une oppression. À un moment, on va toujours plus loin dans l'oppression, et à un moment, il y a des résistances qui se font la violence révolutionnaire.
la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première, sauf que quand les révolutions fonctionnent, elles aboutissent, finalement on se rend compte de quoi? Un pouvoir remplace un autre. Un pouvoir remplace un autre, quelle que soit l'idéologie, quel que soit le degré émancipateur, libérateur des dirigeants politiques qui portent ce projet révolutionnaire. Ça, on voit, l'histoire, elle est évidente. La troisième est la violence répressive, pour que le pouvoir puisse se maintenir. Mais toutes ces dynamiques-là, qui ont lieu à travers cette histoire sociale, elles ont lieu à l'intérieur des familles. Elles ont lieu à l'intérieur des familles, exactement comme dans un État. Qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître, et la troisième qui l'a tuée. Donc ça, c'est une situation de Elder Camara, un prêtre. Excusez-moi. J'ai une question. Vous dites que c'est pareil dans la famille, vous pouvez donner un exemple? Le pouvoir, pour pouvoir se continuer, pour pouvoir s'établir, il a donné par exemple en France la toute-puissance au chef de famille. Pendant des siècles, c'était comme ça. C'était le pater familias, le père de famille. Le père de famille qui avait, sous les Romains, quasiment droit de vie ou de mort, non seulement sur sa femme, mais sur ses enfants. C'est ça la répression. Et ça, on en est plus là, évidemment, quand même, on a fait un peu de chemin, mais il y a toujours des traces, c'est ça, il y a toujours des traces. C'est ce qui explique que il y a encore une différence entre hommes et femmes. C'est une des explications pourquoi les hommes sont plus payés que les femmes. C'est un reliquat de cette histoire culturelle fondée sur la domination patriarcale. Et cette loi qui vient d'être, cette loi qui est encore en discussion, en quoi elle fait, de mon point de vue, un changement radical, c'est qu'en fait, elle modifie, elle sort de l'espace privé la possibilité d'avoir le droit de vie ou de mort, ou de pouvoir le droit de définir n'importe quelle éducation vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire que cette petite phrase toute simple d'indiquer maintenant que les parents ne doivent pas user à l'encontre de l'enfant de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, sort la violence, la possibilité de violence dans l'espace privé. Et ça, c'est absolument fait. Alors, on peut se dire, c'est qu'un petit pas, c'est qu'un démarrage, mais en fait, c'est énorme. Ça veut dire que tout individu, même pour le bien de l'éducation de ses propres enfants, parce que l'on sait ce qui est bien pour lui, n'autorise plus à user en fait de violence. Alors, il n'y a pas de châtiment, en fait, on ne va pas être puni si on en utilise, et ça, même ça peut être, alors je vais peut-être être un peu dans quelque chose voilà, de particulier, mais je me dis, c'est peut-être une bonne chose, parce que si on avait dit dans cette loi que la personne était punie, quelque part, on était à l'encontre de ce qu'on essaye en fait d'apporter, puisque l'idée c'est d'apporter qu'il est possible d'éduquer sans violence éducative ordinaire. Donc c'est en ça qu'en fait cette loi, aussi petite soit-elle, en fait, ouvre quelque chose en fait qui est sous-jacent de manière absolument extraordinaire. Et du coup, ça veut dire, pour rejoindre en fait les propos, la citation, les propos de Yann, c'est que finalement, d'un point de vue institutionnel, on est en train de déraciner la possibilité de faire que parce que je suis parent, je peux faire n'importe quoi. Après, la grande problématique, c'est qu'est-ce que je peux faire. Ça, on va ensuite. Donc, en fait, ça remet en cause une histoire millénaire qui est le droit de propriété. C'est ce que je m'explique. Depuis le néolithique, en fait, même un peu après, ça c'est pas les anthropologues qui nous le disent, il y a des recherches très pointues là-dessus. À partir du moment où le droit de propriété s'est installé, il y a eu une sorte de conversion de cet instinct de propriété projeté sur la famille. C'est-à-dire que le père, le chef de famille, est propriétaire de sa femme, de ses enfants. Et on est encore un peu dans cette logique-là, en fait. Ce sont des objets, qui le continuent. Et lui-même, il est l'objet, il appartient à ses chefs, à son clan, à sa hiérarchie. Et il faut savoir que plus tardivement dans l'Antiquité, quelqu'un qui enfreignait les règles de base du clan était mis à mort. Hein, ça
c'est encore le cas dans certaines sociétés, hein, des sociétés très tribales, très communautaires, dans un communautarisme très fermé, où quand il y a désobéissance au chef de famille, on risque la mort. C'est pas une histoire très lointaine, ça se pratique encore comme ça dans certaines sociétés. Et cette histoire-là, il y a un exemple en fait très clair sur la manière dont on va indiquer à l'enfant de dire par exemple bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'en fait, si je souhaite que mon enfant s'insère dans une communauté, je vais lui dire, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas dire bonjour, merci, s'il te plaît, et si tu ne le dis pas, tu t'en prends une. C'est une magnifique manière de construire l'enfant en se disant voilà, pour avoir ta place, eh ben, il y a des codes intransigeants qui vont te permettre d'avoir une place dans cette société. Tu dois les respecter, quoi que tu vives, que tu ressentes ou ce que tu veux. Si par contre le parent va indiquer que tu veux rentrer en relation avec quelqu'un, c'est beaucoup plus intéressant de commencer par lui dire bonjour, d'aller à la rencontre de l'autre pour voir comment vous allez pouvoir être ensemble. C'est pas du tout la même chose puisque je vais du coup autoriser l'enfant à ne pas avoir envie de dire bonjour, à ne pas avoir envie de dire s'il te plaît, quitte à vivre en fait l'expérimentation de ce qui a fait ça. Mais c'est-à-dire que dans ces deux manières, il y en a une, c'est institutionnellement, voilà comment tu dois grandir, et dans l'autre, voilà comment il est possible d'acquérir des codes qui vont te permettre un jour d'avoir une place dans la société. Et rien que, je dirais, aux prémices de ça, rien que dans le choix éducatif du parent, va en fait se mettre en place quelque chose qui va permettre à l'individu un jour de pouvoir affirmer une opinion parce qu'elle est en accord avec sa manière d'être, ou au contraire, d'affirmer une opinion pour être en lien avec une idée en fait de communauté. C'est la différence entre tu dois et tu peux en fait. Voilà, de cette différence-là, mais en fait, rien qu'en fait dans toute la loi, c'était avant plutôt comment appartenir, parce que c'était une question de survie. On peut espérer qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'en sortir. Donc, Je peux juste, à ce bureau, j'ai eu récemment un tout petit passage de Louis Cyrulnik, que vous connaissez, qui est psychiatre, qui lui avait comme théorie, mais alors je vais pas rechercher s'il avait des sources, etc., mais je trouvais ça intéressant comme idée. Il avait comme théorie de dire que la violence était autrefois nécessaire, comme tu disais, à la survie d'un clan, etc. Et aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, elle ne l'est plus. On peut fonctionner autrement, donc la violence est uniquement négative en fait. Idée intéressante. Ça pose la question, ça pose profondément la question de comment, pourquoi et à quel rythme on doit se transformer, évoluer, transformer la société et se transformer soi-même. C'est pas une petite question parce que en grande partie c'est la survie de l'espèce qui est en question. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à remettre en cause et en question ces conditionnements, la tradition, en fait, les traditions, surtout si ces traditions-là elles sont fondées sur la violence, et ben, à terme on disparaît parce qu'on n'est plus adapté à la contingence, c'est-à-dire à la nouvelle situation qui se présente à nous et au nouveau type d'organisation sociale et de rapport au monde qu'on entretient entre les êtres humains, les communautés humaines et la nature, par exemple. Donc la violence, elle n'est pas simplement un problème entre êtres humains. La violence, elle pose d'autres questions. Elle pose des questions clairement de l'écologie. Parce qu'on est violent pas seulement entre nous, on est violent aussi avec la nature, avec les animaux, avec la souffrance animale. Alors, mais ça commence à monter dans la conscience collective. Ça commence. Il est temps. Parce que la vie se rapproche, il se creuse, il se rapproche. Donc parce que si on n'arrive pas à transformer notre violence collective et notre violence individuelle, ben la sanction, ce sera qu'on sera éliminé, parce que la nature, elle se débarrassera de nous. C'est parce qu'on n'a pas, c'est la sanction de ne pas réussir à se transformer à temps, de ne pas comprendre qu'il faut changer, qu'il faut être dans le flux de la vie et changer. Parce que les conditionnements sont des attachements collectifs, des attachements individuels. Donc on est attaché à ce qui peut-être était adapté il y a 25 000 ans, mais plus du tout attachement.
Actuellement. La liberté, c'est le détachement. Et c'est Actuellement, l'adaptation. voilà, il y a actuellement dans ce monde qui est mouvant et qui change d'une manière extrêmement rapide, la capacité en fait à s'adapter, cette capacité en fait à l'agilité est absolument une compétence qui va permettre en fait à l'enfant, aux générations futures, de s'adapter et de construire autrement. Actuellement, il y a un frein beaucoup. Pourquoi actuellement on est le 23e pays européen de ne pas avoir encore signé cette loi? Pourquoi on est le 55e pays au monde? Peut-être, j'espère qu'on pourra l'être, en tout cas de ne pas aller plus loin sur la liste par rapport à ça. C'est qu'en fait, beaucoup vous entendez dans les témoignages de dire « Ah mais oui, mais moi je suis fessée, moi je me suis fait maltraiter ». Ça n'empêche pas que là maintenant, je suis très bien, tout va bien. Sauf que la personne qui va à un moment donné énoncer ce propos, quand nous entendons et que nous portons crédit à une personne qui va dire finalement c'est pas grave, on oublie et on efface tout le vécu et tout le ressenti de toutes les personnes pour qui ça a été grave et pour qui il y a eu un frein dans l'éducation, dans la manière d'être. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, l'idée sur laquelle c'est très compliqué en fait d'avancer, c'est de se dire mais oui, ça a eu un impact. Et il y a un effet très pernicieux, c'est-à-dire que cette éducation qui autorise la violence vient couper en fait la résonance émotionnelle, le ressenti corporel. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends très rapidement que ça ne me fait rien si on me fait du mal. Et donc, je me coupe de mes émotions, je me coupe de mes ressentis en fait corporels, et du coup, après, quand j'arrive dans des situations où, intérieurement, je me dis, c'est pas OK pour moi, je n'ai pas construit la capacité à dire, non, stop, je n'en veux pas. Et je dis, oui, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, qu'il faut que je comprenne, et hop, je me fais encore une gorgée, une lampée de quelque chose qui ne me va pas, en fait, concrètement. Et donc, on est sur cette dimension. Donc l'individu, c'est aussi, un être humain, c'est aussi une machine à se protéger. C'est ça. C'est une machine à se protéger. On a créé des Et à autodéfenses. s'adapter à ce qui n'est pas bon pour lui, mais il faut survivre. Il faut survivre. Donc c'est la vie qui prime, donc la survie qui prime. Et donc, même dans les pires situations de maltraitance, l'enfant prend presque toujours, même toujours, la défense de son père ou de sa mère, de ses bourreaux si c'est le cas. Parce qu'il y a un lien affectif paradoxal, en fait, contradictoire, c'est-à-dire, bien sûr, tu m'as donné une mauvaise nourriture affective, tu m'as maltraité, mais j'ai une instance en moi, l'inconscient, qui fait que je refoule. Et comme tu es la seule personne avec qui j'ai un lien privilégié affectif, je camoufle la maltraitance et je conserve la primauté du bien. Et puis, dans l'éducation que je reçois, oui. Vous pouvez réagir à ce que vous venez de dire. Oui, il se peut tout à fait que quelqu'un énonce ses propos. Oui, j'ai pu déraper, des choses comme ça. Ça ne m'a pas du tout empêché d'être l'homme que je suis aujourd'hui, ou la femme que je suis aujourd'hui. Mais les gens qui vous disent ce genre de choses sont souvent des gens qui sont parfaitement imbuvables, qui sont complètement colériques, qui ont tout un tas de travail, qui ont un fond anxieux et qui sont résilients. Oui, ils ont pu devenir avocat, notaire, prof, je ne sais pas quoi, et ils en sont heureux, mais pour autant, ils pourrissent la vie des gens et ils perpétuent le cycle de la violence sans s'en rendre compte du tout, sans être critique du tout, parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Alors, il y a aussi un processus dans l'éducation qui fait que ça serait totalement injuste de dire qu'il y a des personnes violentes et des personnes non violentes. En fait, il y a quelque chose qui est lié. Le parent ne souhaite pas, pour la majorité, donner quelque chose qui soit mauvais ou violent pour l'enfant. Et il donne aussi beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont nourrissantes. Et là où il y a le problème, c'est qu'en fait, il y a les deux ensemble. Je t'aime, je veux faire quelque chose pour ton bien, tu es important pour moi, je veux que tu deviennes quelqu'un, et en fait, on donne quelque chose où il y a du bon ou du mauvais. Et c'est ça, c'est très compliqué en fait de s'en dessaisir et de faire le tri. Oui, en fait, ça pousse complètement le discernement. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui perdure à la vie, s'il n'y a pas le travail sur soi. Enfin, un retour même. Parce que le bon est mélangé au mauvais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à la part des choses. Voilà, on en discutait avec Annick sur des temps de préparation et sur ces notions en fait, de communication bienveillante en disant mais tiens, quel est tout l'intérêt de cette communication. Mais cette communication-là, je ne vais pas aller mais avec, cette communication en disant à l'autre quand tu fais cela,
ça me fait ça, c'est pas du tout la même chose que de dire t'as été infernal, je veux dire de toute façon t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dire là t'as vraiment besoin de bouger, moi ça me met en difficulté, j'ai envie d'aller faire un tour parce que je sens que je pourrais avoir un acte violent. Alors je vous fais le genre bien présenté, mais en fait si l'enfant qui grandit reçoit ce genre de phrase, il reçoit en même temps la capacité à dire ah tiens, je suis devant un adulte qui en fait est en capacité de différencier ce que je fais de ce que ça lui fait. Et du coup, l'enfant se construit la capacité de se dire « Ah, je suis un individu qui vit et qui ressent, il y a un autre qui vit et ce qu'il ressent, nous pouvons interagir ensemble d'une manière que nous allons construire à partir du moment où nous nous connaissons. » Actuellement, dans l'éducation, en fait, c'est mélangé. Et du coup, j'ai des individus qui vont, parce que quelqu'un fait quelque chose, me sentir attaqué et remis en cause, alors que, en fait, ce sont deux choses différentes. Et l'éducation, en fait, elle a mélangé ça. Et c'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à sortir des violences éducatives ordinaires, parce que quelque part, on a reçu du bon, et que vis-à-vis de la personne, j'ai pas envie d'être contre les parents puisqu'ils m'ont donné du bon, et que j'ai pas envie de les jeter en bloc. À partir du moment où, en tant qu'adulte ou en grandissant, on apprend à différencier, et bien en fait, on va pouvoir faire la part. Et le bonus des bonus, c'est de pouvoir garder ce qui était bon en disant « ça c'était génial ce que tu m'as donné ». Par contre ça, écoute, si tu peux le laisser aux générations d'avant et de ne pas le transmettre à mes enfants ou à mes enfants des enfants, ça pourrait être pas mal. Oui, par rapport au fait que dans l'éducation, il y a du bon, du mauvais, etc. L'amour qu'un parent peut porter à son enfant, et s'il l'accompagne de violence, c'est comme si cet amour légitimait la violence. Et pour l'enfant, c'est ça. Étant donné que c'est comme si c'était pour son bien, du coup tout ce que fait un parent est censé être pour le bien de l'enfant, du coup c'est comme si la violence qu'il utilisait était légitimisée par l'amour qu'il lui portait. Elle est légitimée, non seulement elle est légitimée, mais elle est inconsciente. Elle est inconscientisée. Oui, complètement. Et elle renforce l'acte violent renforce toujours le refoulement. C'est-à-dire que ça renforce encore plus profond dans l'inconscient. Et ça devient, on devient plus mécanique, plus automatique. Et dès qu'il y aura une contrariété avec l'enfant qui viendra après, la violence, elle devient automatisée. Donc c'est tout de suite, elle est déchaînée tout de suite. Elle se prend tout une claque. Ou une remarque porteuse de violence. Alors ouais, j'entends parler il y a une place. Moi je passe ça là. Tu veux dire quelque chose? Oui, Jean-Marc. Du coup, je voulais juste dire quelque chose, parce qu'ici on est tous d'accord, on a tous les capacités réflexives, le recul nécessaire pour se dire comment faire, comment agir, pour ne pas tomber dans les travers dans lesquels on peut tomber. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas ces capacités. Je vais les appeler speeders, mais qui n'ont pas les capacités réflexives, les capacités, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça, mais je ne sais pas les mots, mais le recul nécessaire par carence, parce qu'eux-mêmes ont des carences éducatives, des carences culturelles, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai une voisine en bas de chez moi, elle passe sa vie à gueuler sur sa fille. Bon, c'est sûr que je suis avec elle, elle n'a pas inventé la machine à tourner. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est souvent ce manque de réflexion chez certaines personnes qui, du fait, les empêchent d'avoir ce recul, ce discernement, de dire non, on va faire ça comme ça, il faut que je discute, il faut que je communique. Et quand une personne n'est pas capable de communiquer, elle va petit à petit vers l'action primaire, comme pour les animaux. Et selon le curseur, ça peut aller très loin. Ceux qui ne voient pas plus loin que le dormier, à la moindre contrariété, c'est la date. Voilà ce que je peux dire. Alors là, moi j'ai envie de. Alors je suis quelqu'un qui est très optimiste, hein, donc vous pouvez oui, voir ça. Je me fais un peu l'avocat du diable. C'est ça. Et, tout à fait. Et en tout cas, merci pour ma question. L'idée en fait, c'est de partir directement vers les enfants qui grandissent actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont un magnifique facteur de changement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement les enfants apprennent par imitation, donc vont rencontrer des personnes qui vont leur
montrer comment être violent, en tout cas pour être dans cette démarche-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Les enfants sont en capacité, s'ils rencontrent à un moment donné sur leur vie une personne qui fonctionne différemment, vont être en capacité, on peut toujours voir que ça ne sera jamais possible, en tout cas il y en a plein, ça va être possible de dire mais pourquoi tu fais comme ça et pourquoi l'autre il fait différemment? Parce que l'enfant en fait a la capacité à un moment donné, si on lui en laisse la place, de pouvoir choisir comment faire. Donc en fait, ma proposition, en tout cas mon point de vue, j'aurais envie de partager, c'est de dire, mais dans toute situation, vous simplement par votre regard, vous regardez cet enfant ou vous communiquez d'une manière qui n'est pas en hurlant dessus, vous lui proposez une autre manière de concevoir comment nous pouvons entrer en relation d'une autre manière. Et je dirais, mais ça c'est l'esprit de l'hybride, un petit pas sur plein de petits pas, déjà ça c'est énorme parce que cet enfant-là, eh ben, il va faire partie d'une société qui va peut-être grandir de cette manière-là. Je ne vais pas dire peut-être, sûrement grâce à vous. Oui, je voudrais réagir au propos que vous avez prononcé, qui me semble tout à fait intéressant, et qui montre que les violences éducatives sont sans doute pas mal liées aux violences économiques, institutionnelles, administratives et autres que vivent certains parents, surtout lorsqu'ils sont dans le stress du quotidien, sous l'emprise des difficultés économiques variées, des enfants qui rentrent de l'école, qui eux-mêmes à l'école se font plus ou moins, comment dire, courroucés par un système éducatif autoritaire et qui ne laisse pas beaucoup de place à la vivacité des enfants. Donc il y a plein de cercles vicieux en quelque sorte qui sont imbriqués les uns aux autres. Et donc ce que appelle comme changement la nouvelle orientation législative qui se dessine là, c'est que sans doute il ne suffit pas de modifier la loi, mais encore faudrait-il donner aux parents les moyens pour prendre du recul sur leur propre vécu et, je dirais, identifier leurs propres émotions, leur propre vécu, prendre au sérieux l'éventuelle colère face à un gosse qui s'obstine à ne pas pouvoir manger ou aller dormir ou faire ses devoirs ou ceci ou cela. Donc la colère ou l'émotion des parents, elle est légitime, elle ne peut pas être évacuée ou supprimée comme ça. Donc comment faire en pareille situation, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut voir qu'un changement législatif n'est sans doute pas suffisant si on veut éviter qu'une éducation bienveillante soit finalement réservée à une petite élite économiquement et culturellement privilégiée. Alors, je voudrais juste intervenir sur deux, trois points. Comme toutes les violences, il n'y a pas d'études qui montreraient une différence selon le niveau économique et social des parents dans le plus ou moins de violence, à la connaissance. Si je me trompe, en tout cas, pas de façon flagrante. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait des différences qualitatives, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le même type de violence selon les milieux. Mais la violence, elle est transversale et elle n'est pas seulement... voilà, c'est pas parce qu'on est favorisé socialement qu'il n'y a pas de violence dans la famille. Au contraire, il y en a aussi beaucoup. Voilà, donc c'est pas le seul facteur, clairement. Je suis complètement d'accord sur l'idée des émotions et sur l'idée qu'une loi sans rien autour, sans dispositif autour, ne servira pas à grand-chose, voire à rien. Et donc dans ce film dont on parlait, il est bien montré qu'en Suède, il y a eu un gros dispositif. Pour l'époque, il y avait un spot télé, mais en 1979, c'était déjà beaucoup qui passait souvent, et puis il y avait tout un dispositif d'accompagnement des parents. Il y a tout un dispositif de prévention, de suivi, etc.
Et ce que je vois dans le film aussi, et que moi j'ai appris parce que je ne connais pas la Suède, c'est que manifestement c'est quand même une culture où les gens apprennent à gérer leurs émotions et à les exprimer. Et effectivement, ça paraît être un point central. Oui, on parle de culture, c'est vraiment ça, parce que si on remonte à l'histoire, il y a une classe guerrière. Il y a le papa, Il y a une notion, par exemple, apprendre à gérer les émotions, il y a le point de vue la gestion des parents, mais il faut savoir aussi, et actuellement des théories, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Gaillard, il a écrit un bouquin super intéressant sur les enfants mutants, donc c'est intéressant aussi de baser aussi notre réflexion sur comment sont nos enfants aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que moi quand j'étais. Parce que justement, comme la société a évolué, leur façon de penser est complètement différente de la mienne quand j'étais enfant. Voilà. Et donc, il considère Jean-Paul Gaillard que les enfants mutants ce sont ceux qui ont entre 0 et 25 ans aujourd'hui. Et en fait, ils n'ont pas du tout. Nous, et moi, j'ai été élevée dans ce système-là. Mon père, ma mère étaient au-dessus de moi, j'étais en dessous. Mes enfants, ils sont là. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, même si je fais l'éducation non violente depuis des années. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est aussi la société. Ils vont considérer qu'un adulte est égal à eux. Et ça crée des violences, des tensions, puisque nous, moi je ne comprends pas. Moi, avant de connaître certaines techniques, des habiletés, je ne comprenais pas pourquoi mes enfants ils me parlaient comme ça, ils s'opposaient, etc. Ils disaient je, voilà. Et en fait, c'est vachement important aussi de prendre ça en compte, parce qu'on peut proposer des méthodes aux parents, très bien, et si on ne prend pas en compte l'évolution des enfants, et moi j'y crois vraiment, parce que je reconnais vraiment, je travaille dans le milieu avec des enfants, je reconnais vraiment les enfants, les ados, comme Jean-Paul Gaillard il décrit, je les reconnais vraiment, à pas comprendre notre façon de penser, avoir d'autres valeurs que les nôtres, c'est-à-dire que moi j'appartiens à un groupe, le groupe de mon travail, eux pas du tout, eux ils sont eux, ils appartiennent quand ils veulent à un groupe, et ils en sortent quand ils veulent, voilà. Et moi, toute ma vie, je vais rester dans mon groupe. Donc du coup, c'est des valeurs différentes. Moi, c'est la morale qui va me conduire dans ma vie. Eux, ça va être l'éthique. Et c'est complètement différent. Parce que moi, la morale, c'est la notion, je vais avoir la culpabilité si je ne fais pas. Et l'éthique, je vais avoir la notion de la responsabilité. Donc ça, c'est des choses, moi, j'estime, qui sont aussi très importantes, en plus de savoir gérer ces émotions, auxquelles je crois aussi. Il faut aussi connaître nos enfants, comment ils sont. Ça pose la question de quel est mon regard sur l'enfant et quelle est la place que j'entretiens avec lui. Effectivement, nous avons été, pour la majorité d'entre nous, élevés avec des postures, soit en fait descendantes ou ascendantes. En gros, c'est soit je sais et toi tu ne sais pas, ou soit je ne sais pas et il y a quelqu'un qui sait. Donc on est sur des postures en fait, au-dessus, en dessous, pyramidales. Le fait de considérer que l'enfant, il peut être un égal vis-à-vis de moi et qu'il sait peut-être des choses que je ne sais pas ou qu'il va m'apprendre une autre manière de regarder la vie que je ne connais pas, vient chercher chez moi la capacité à dire oui, la capacité à dire non, la capacité à dire je ne suis pas d'accord, la capacité à dire voici mes valeurs, la capacité en fait à établir une relation en fait d'égal à égal. Or, on a été construit sur oui d'accord, ou c'est moi qui décide. Donc en fait, quand on parlait de comment faire, comment changer avec les parents, ou là maintenant au point de vue local, ça serait de se dire, déjà créons en fait du lien social avec des personnes qui sont à la fois sensibilisées avec une autre manière de faire, de façon à ce que ça déteigne sur d'autres manières de faire, au fur et à mesure, pour que l'enfant peu à peu soit en lien avec des adultes qui pensent qu'il soit différemment. Et nous, notre propre chemin, c'est aussi d'apprendre à nous positionner d'égal à égal, quels que soient les individus avec qui nous discutons, nous entrons en relation, quelle que soit leur posture hiérarchique, que ce soit leur niveau de connaissance ou moins de connaissance, plus on rétablira notre capacité à entretenir des relations où nous sommes différents, mais respectueux chacun l'un de l'autre, plus l'enfant sera en capacité en fait de répondre aux enfants. Et en fait, ce qu'il y a, de mon point de vue, c'est cette capacité-là à construire. Et là, sincèrement, on a du boulot parce qu'on n'a pas été plongé là-dedans. Sauf si la vie nous l'a appris de cette manière. Ça rechange en fait complètement notre manière de penser. Et ce qui est génial, c'est que cette génération, elle nous oblige, ils viennent
d'égal à égal. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la discussion? À un moment donné, ils s'en vont parce qu'on les écoute pas, ou ils prennent l'ascendant parce qu'on n'arrive pas à se positionner. Mais si vous observez, d'emblée, spontanément, ils arrivent d'égal à égal. C'est nous qui remettons une posture inférieure ou supérieure. Génial, ils nous apprennent ça. Après, oui, bah, je voulais juste. Il n'y a pas de micro derrière. Si, on a un. C'est comme la loi, on a déjà un symbole de progression. Alors je suis sûre que psychologiquement ça fonctionne. Donc moi ce qui fonctionne c'est quand je me lève. Psychologiquement je parle plus fort, enfin grâce à l'aspect psychologique, je parle plus fort quand je me lève. Avec un micro dans les mains, même s'il ne marche pas, je suis sûre que vous m'entendez. Non mais bon, je continue, on verra bien si ça marche à un moment donné. Je voulais juste dire que pour moi, je me sens quand même un peu ridicule. Il y a de la lumière. Il y en a. Un bouton on-off. Ça clignote. Donc, s'il marche. Moi, je vais vivre cette situation Si quelqu'un veut donner un chouïa en technique. Non, par contre, je voulais juste préciser quelque chose parce que je m'intéressais à ce que vous parliez au niveau vote. Oui, on est bien d'accord qu'on a été voté qu'une proposition de loi hier soir, malheureusement. Ce n'est même pas une inscription, ce n'est pas une loi, c'est une proposition de loi. Oui, c'est vrai. Une proposition de loi, ça veut dire que c'est passé en commission, ensuite il faut que ce soit en plénière, que ça fasse un avis, on n'y est pas encore. Oui, en plus, on n'y est pas encore, mais il y a du symbolique de la proposition. Oui, la proposition peut ne jamais appliquer. Oui, tout à fait. C'était le cas il y a quelques années d'ailleurs. Donc moi, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé plusieurs fois de responsabilité. Et pour moi, la responsabilité, j'ai dit tout à l'heure, les émotions sont un point central dans cette idée-là. La responsabilité, à mon avis, en est un autre, un point très important. On est dans le modèle traditionnel sur une éducation au rapport de pouvoir, c'est-à-dire domination-soumission, et ce n'est pas compatible avec la responsabilité individuelle ou collective d'ailleurs, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui est responsable pour moi. Dans l'histoire des émotions, il y a cette idée-là aussi, je suis responsable de mes émotions, tu es responsable de tes émotions, quel que soit notre âge. Je suis responsable de mes actes, tu es responsable de tes actes. Ça ne veut pas dire que je maîtrise toutes mes émotions, etc. Mais tu n'es pas la cause de mes émotions. Si je suis triste, ce n'est pas parce que tu es très méchant, parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. C'est parce que moi, j'ai un besoin là qui n'est pas nourri, qui n'est pas complet. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Ça, on est en interaction, mais ça ne veut pas dire que l'autre est responsable de moi, de mes émotions, de mes actes, etc. Et la responsabilité des parents par rapport aux enfants, et là dans l'histoire de l'égalité, oui, on est égaux en tant que personne, égaux et différents, et la différence adulte-enfant, c'est une question de responsabilité aussi. Et pour moi, l'éducation qui est souhaitable, c'est une éducation à la responsabilité et non plus à la soumission, que ce soit pour les émotions et que ce soit pour toute autre chose. Je pense que c'est vraiment aussi un point très important à réfléchir. Et monsieur, vous allez prendre la parole. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais en revanche, l'idée d'égalité entre adultes, parents et enfants me paraît fort problématique. Je pense qu'on peut viser une éducation bienveillante, une bienveillance éducative, sans pour autant se bercer d'illusions sur le fait qu'en tant que parent, on a une responsabilité face à l'enfant que l'enfant, lui, n'a pas. Si l'enfant est poussé dans une situation où il est à égalité
stricte égalité avec l'adulte, et pas seulement en égalité dans le fait qu'il voit lui aussi des émotions, un point de vue, des désirs, des besoins. À ce titre-là, bien sûr, tous les individus, qu'ils soient nouveau-nés ou vieillards, sont égaux. Mais en revanche, dans la responsabilité éducative que possèdent les adultes et les parents plus particulièrement, il me semble dangereux de vouloir les mettre au même niveau que les enfants. Parce que d'un point de vue pratique, si c'était mis en œuvre, ça donnerait auprès de ces enfants, ça donnerait de la folie ou des dérèglements psychiques majeurs. Le philosophe et psychologue Pierre Legendre l'a bien montré, ce différent terrain, il a bien montré qu'il y a un besoin pour l'enfant d'être guidé et de ne pas être soumis à un devoir d'autocréation ou d'autofondation. On ne peut pas demander à l'enfant de se donner lui-même ses propres raisons d'existence ou sa propre base d'existence en quelque sorte. L'adulte, il est là, et ce rôle-là, il est tout à fait crucial, il est là pour en quelque sorte décharger l'enfant de tout un tas d'éléments et de dimensions que l'enfant ne peut pas encore connaître et maîtriser. Et si on pousse en quelque sorte trop loin l'égalisation entre adultes et enfants, on risque de provoquer des drames majeurs. Alors, même si je reconnais l'évolution contemporaine de notre société, l'évolution néolibérale et capitaliste, va dans le sens de faire des enfants des consommateurs comme les autres et de les pousser au changement permanent, à la mise en cause permanente de tout ce qui existe, y compris de leur propre prénom, avec tout ce qui va avec. Je vais apporter une précision. Quand je parlais en fait de considérer l'enfant comme un partenaire de la relation, c'était principalement dans le respect de ce qu'il est en tant que personne. L'immaturité ou la maturité émotionnelle, l'apport des neurosciences indique actuellement que nous sommes matures dans la relation émotionnelle à partir de 25 ans. Bonne chance. Par contre, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être considéré l'enfant comme un partenaire, ça ne veut pas dire que je vais lui laisser prendre la responsabilité à 6 mois de quelqu'un qui aurait 25 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus le fait de se dire je le considère comme un partenaire, mais je le prends en compte avec le niveau de maturité qu'il a. C'est aussi le rapport au risque ou à l'expérimentation. C'est pas la même chose de dire stop, je sais que ça c'est pas bien pour toi, ne le fais pas, tu le découvriras quand j'aurai décidé, que de dire stop, tu te mets en danger, ou alors, comme dans le film Les Mêmes qu'on est à la table, quand il y a si vous vous souvenez de la scène du micro-ondes, il y a le micro-ondes qui est accessible, en bas, posé sur le sol, l'enfant s'approche du micro-ondes, et là le parent il dit oh, tu as vu, il a compris qu'on prenait des objets pour le mettre dans le micro-ondes, il est drôlement intelligent. Je me suis dit, oups, on voit que c'est en Suède et que ça fait 50 ans qu'il a cette loi. Et d'un autre côté, ça m'a permis aussi je trouve cette image, elle permet aussi de dire la manière dont on regarde l'enfant, dans ce qu'il est capable de faire, tout en lui assurant en fait un espace où il va grandir en sécurité, c'est pas la même chose que de dire tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, de toute façon tu es nul, de toute façon c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez en fait. Donc en fait c'est ok, tu es quelqu'un avec moi mais qui est plus petit, donc il y a des choses effectivement que je vais border parce que tu n'es pas encore dans la maturité où tu risques de prendre un risque qui va mettre en danger ta vie, mais pas un risque où c'est je décide que ce n'est pas bon pour toi. Du coup, dans notre manière d'être avec l'enfant, la limite elle n'est pas
pas du tout de la même manière. Et je ne suis pas en train de prôner qu'il faut laisser tout faire et que l'enfant aille jusqu'à décider de son prénom. C'est plutôt de dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme expérimentation pour que l'enfant arrive à se découvrir par lui-même, sachant que l'enfant il apprend principalement par imitation et peut-être que moi dans ma manière de faire les choses, c'est-à-dire de m'approcher en prenant le temps de réfléchir à ce que je fais ou à entrer en relation d'une manière qui respecte l'autre, l'enfant va capter cette manière de faire et peut-être entrer dans une relation qui soit respectueuse ou de découvrir un nouvel objet d'une manière où il ne va pas se mettre en danger parce qu'il a compris comment moi j'agis dans la vie. Donc vous voyez, dans le fait partenaire, c'est partenaire, ok, mais en prenant en compte le niveau de développement de l'enfant. Ce qui veut dire aussi connaître comment l'enfant, ce qu'il peut faire ou pas, puisque sans arrêt l'enfant grandit et sans arrêt le parent, je veux dire, s'adapte à ce que l'enfant sait faire. On est plutôt en train de courir après ce qu'il sait faire, sur la génération dont vous discutez tout à l'heure. Alors, il y a merci pour le question. 2 demandes de prise de parole et je vois qu'il est 20h30, donc je ne sais pas si on décide qu'on va dans une discussion ou si vous vouliez présenter des choses. On fait encore ces 2 prises de parole et après je continue. Du coup, elle a répondu un petit peu rapidement ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que ça fait déjà 50 ans qu'il y a des modèles d'éducation qui existent, notamment aux États-Unis, les Sudbury Valley Schools, qui est des écoles démocratiques qui existent depuis bien 5 ans en France, où un enfant qui ait 3 ou 18 ans égale un adulte, et que c'est des choses qui fonctionnent. Enfin, moi, j'ai fait des immersions dans des écoles comme ça, c'est extraordinaire. Et il y a vraiment cette notion de, bien sûr, un enfant de 3 ans, il ne va pas avoir les mêmes droits et devoirs que les grands, mais en fait, c'est des choses qui fonctionnent. Et 1 égale 1, ça fonctionne, il y a des conseils de justice, et il y a un cadre qui est tellement bienveillant que de toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas bienveillant, il y a une plainte et c'est dit, c'est parlé. Et c'est des choses en fait qui rendent possible plein de choses. Et c'est des modèles qui existent depuis longtemps, qui existent en France depuis moins longtemps, mais il y a des choses vraiment qui existent. Voilà, c'est possible, c'est pas du tout utopique. C'était juste pour dire ça un peu. Oui, moi ce que je voulais rajouter, c'était ça nous fait évoluer aussi nous. Moi je vois mon cadet, il m'a demandé, il avait à peine 9 ans, de prendre le bus tout seul. Je vous avoue que moi je voulais pas. Et lui il m'a dit si. Du coup j'ai décidé ok, je te fais confiance. Et alors que 9 ans, il n'était pas question qu'il allait tout seul. Parce que de là où il allait, c'était pas un bus. C'était même après il devait changer. Donc je lui ai fait confiance et il m'a fait bouger. Parce que moi, j'étais maman poule, protectrice, etc. Et il m'a dit maman, stop, quoi, maman, tu me lâches. Voilà, 9 ans. Et j'ai bien fait de lui faire confiance. Je vais juste ajouter une chose, pas sur le contenu et sur la discussion. J'ai très envie d'intervenir aussi, mais je ne donnerai pas mon avis maintenant. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on parle de ces sujets-là et de comment on fait autrement, il y a plein d'avis différents, même si en gros on va dans la même direction, il y a quand même effectivement des divergences et des choses sur lesquelles on ne se positionne pas exactement. Et pareil, et moi c'est pour ça que c'est important qu'on puisse partager et réfléchir, parce qu'on a vraiment, il y a des modèles, mais on a aussi à construire, parce que certains modèles ont aussi écrit leur modèle. Et il y a un peu son exposition. J'ai sélectionné un extrait d'un poète mystique libanais qui s'appelle Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un poète libanais qui est né à la fin du 19e et qui a vécu au début du 20e siècle. Ça me semble intéressant ce qu'il dit en matière d'éducation. En fait, je ne sais même pas si le terme... Ça revient bien fort, hein. C'est bien. Et je ne sais même pas si le terme d'éducation est adapté dans ce cas-là. Comment... Ça parle des relations entre parents et enfants, en fait. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-vous des enfants ?» Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme.
car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. J'ai l'impression que l'avantage de la poésie, c'est que ça résume tout bien. Ça synthétise tout d'une manière très intuitive et très percutante. Donc ça, c'est un poème qui a été écrit au début du XXe siècle. À toutes les époques, et à toutes les époques, on peut trouver des choses comme ça. Depuis que l'écriture existe, c'est assez, si on cherche, on trouve. Donc là, il vient de synthétiser tout ce qu'on vient de dire, en fait, si on interprète ça comme ça. Où les enfants, ils sont en perpétuelle évolution. Les géniteurs, par définition, ont toujours un train de retard. C'est logique. C'est la dynamique de la vie elle-même. Les conflits ou les incompréhensions générationnelles découlent de ce qui est dit là, en fait, puisque la vie fait que dans le défilement des générations, dans la transmission des générations, il y a des efforts d'adaptation à la contingence qui font que les différentes générations ne se comprennent pas ou elles ne sont pas adaptées. Le mécanisme d'adaptation ne se fait pas pour le même environnement. Et cette dynamique-là, elle se renforce de plus en plus parce que nos rythmes de vie, au niveau des civilisations, s'accélèrent. Donc les incompréhensions entre générations vont, elles aussi, se creuser, puisque nos cadres de vie sont de plus en plus évolutifs. On est à l'ère de la vitesse. Tout change à vitesse grand V. C'est la dynamique du progrès qui est sans cesse accélérée. C'est l'accélération de l'histoire. Donc, voilà. Là, je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho en vous? Moi, quand j'ai lu ce poème, j'ai dit c'est incroyable. Il y a tout qui est dit. Quoi. Donc là, on voit bien ce qui. Et alors, il est issu d'une société particulièrement patriarcale. Et il dit aux parents, non, il met en cause le fait que l'enfant n'appartient pas à ses parents. Il n'appartient pas à ses parents. Il est fait, les êtres humains sont des êtres de liberté. Ils sont faits, en effet, on est fondamentalement faits pour l'autonomie et penser par soi-même, on est des êtres de liberté. À chaque fois que notre liberté individuelle ou collective elle est mise à mal par des méthodes de violence au cadre physique, mais ça peut être plus subtilement dans une époque, c'est plus psychologique, c'est plus relationnel, cette mise à mal de la liberté. Et bien, ça provoquera forcément, d'une manière ou d'une autre, de manière intériorisée ou extériorisée, de la violence. La violence, elle vient de là. Elle vient qu'on porte atteinte, consciemment ou inconsciemment, à notre disposition fondamentale, à cette disposition fondamentale de l'être humain, qui a à être libre et à conquérir et à construire progressivement son autonomie, son émancipation, sa liberté. À chaque fois qu'il y a entrave à ça, il y a d'une manière ou d'une autre violence, qu'elle soit intériorisée ou extériorisée. C'est ça le fondement. Comment, alors là, maintenant, le problème, c'est comment ne pas porter atteinte à la liberté, déjà en soi-même, à soi-même et à ses enfants. Parce qu'en fait, c'est toujours. C'est pas les enfants qui ont besoin d'éduquer, en fait. On arrive à ce point-là, c'est que les enfants n'ont pas tellement besoin d'être éduqués, c'est les parents. C'est le géniteur qui a besoin d'être éduqué. Il a besoin d'être éduqué à ne pas trop éduquer. Et ça demande on est toujours dans le paradoxe, ça demande une disposition de renouer avec ses propres dispositions spontanées qui ont été bafouées par des éducations successives et lâcher prise. C'est ça, lâcher prise. Ça ne veut pas dire tout lâcher, ça veut dire lâcher prise sur nos propres conditionnements. Donc en fait, qui a besoin d'un travail sur soi, c'est bien le parent
ce sont bien les institutions, ce sont bien les pouvoirs, et à force de travailler sur eux-mêmes, les pouvoirs, ils finissent par se dissoudre, si on va dans le bon sens, mais en même temps, il y a toute un ego collectif, une fausse personnalité collective qui va s'accrocher, en fait, qui va s'accrocher à son pouvoir parce qu'elle n'a pas envie de mourir. Mais cette dynamique, elle est vraie dans la société, mais elle est vraie en nous-mêmes. Elle est particulièrement vraie en nous-mêmes. On est des êtres de dualité, les êtres humains, c'est des êtres ambivalents, et ils sont à la fois... il y a une essence en eux, une essence qui est naturellement bonne, plutôt neutre en réalité, qui est plutôt... C'est ce qu'on appelle aussi disposition spontanée, l'être humain. Il est plutôt... et ça, il se nourrit de quoi, cette essence, il se nourrit de quoi? De confiance, d'attention et de liberté. C'est ces trois ingrédients fondamentaux. Et quand elle est bien nourrie à ce niveau-là, elle devient un être humain qui s'affranchit de la violence. Et là, Yann fait une magnifique introduction à un petit atelier qu'on avait envie de vous proposer. Vous êtes nombreux en fait. Vous allez simplement en fait vous trouver un voisin, une voisine. C'est une petite discussion à deux de quelques minutes. En fait, l'idée c'est quoi? C'est le fait c'est de se dire je pourrais considérer que je ne sais pas faire ou que c'est compliqué de trouver une autre manière de faire. Nous, on fait le pari autrement, c'est qu'on a l'intuition et nous savons comment faire et que dans beaucoup de situations, nous faisons déjà énormément de choses qui ne demandent qu'à être consolidées pour pouvoir être dans cette orientation d'un monde, en tout cas, de futures années ou d'une éducation sans violence éducative ordinaire. Donc le but du micro-atelier, c'est de vous baser sur la présentation de Yann, de partir de votre intuition et vous partager simplement à votre voisin qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de garder de ce que vous faites déjà, qui soit complètement autre chose que les violences éducatives ordinaires. Chacun prend la parole une fois et s'adresse à son voisin. Et en plus, je suis sûre que vous allez trouver. Vous avez, je ne sais pas, 5 minutes. 3 minutes chacun. 3 minutes chacun. Je pense à ça. Avec plaisir. Je reformule la consigne parce qu'il y en a qui n'ont pas compris dans la consigne, le cadre de l'atelier. On vous propose de vous mettre par deux. Vous prenez 3 minutes chacun, c'est pas un dialogue, et chaque personne pendant 3 minutes dit voilà ce que je fais déjà qui, à mon avis, va dans le sens de ne pas utiliser de violence dans l'éducation. Avec mes enfants, avec les enfants qui sont autour de moi, avec de façon générale. C'est clair? Avec quoi ou pas? C'est quoi? Si les gens On demande à
Profiter à l'ensemble de vos réflexions, de votre échange, peut-être. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ben, il y a plein de gens timides, ils ne vont pas parler. donc, pour l'instant, je passe à la suite. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les principales conséquences. Les conséquences, on les connaît quand même, hein, mais on sait très bien qu'avec l'avancée des neurosciences, c'est prouvé d'un point de vue scientifique, donc c'est avéré, donc c'est quelque chose d'incontestable. On avait besoin de ça aussi, parce qu'on est dans des civilisations très, où il y a une autorité scientifique, et là c'est prouvé que
subir des violences, non seulement physiques, mais relationnelles, psychologiques, ça stoppe le développement cérébral. Pourquoi? Parce que la relation violente va faire sécréter dans le cerveau différentes hormones, dont la cortisol. Et l'excès de cortisol, à la base, le cortisol, c'est fait pour agir. C'est fait pour agir physiquement. C'est notre moyen de survivre, parce que notre sous-bassement, il est animal. Donc, dans la nature, quand on est agressé, ce qui arrive, quand on est l'objet d'une prédation dans la nature, on a le choix entre trois attitudes fondamentales. Soit on s'enfuit, soit on fait face, soit on est inhibé. Donc, et dans nos sociétés, quand on est souvent agressé, il y a un phénomène de sidération qui a lieu, et les gens sont souvent inhibés. On est inhibé. Sauf que l'hormone, le cortisol et d'autres, la noradrénaline, l'adrénaline, tout ça, elles continuent de se sécréter, d'être sécrétées. Et finalement, il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas d'action physique. C'est pour ça que le sport aussi est un moyen d'évacuer le stress. C'est tout simple à comprendre. Et sauf que s'il n'y a pas d'action derrière, il y a empoisonnement du corps en fait. Il y a un empoisonnement du corps, le sang s'acidifie, les muscles se tétanisent, et cette hormone du stress, le cortisol, qui était destiné à nous protéger par la fuite, ou l'action, ou le faire face, et ça devient notre ennemi, et ça nous empoisonne l'organisme, et ça empêche le développement cérébral, et ça empêche et ça bloque quelque chose de fondamental dans nos sociétés, ça empêche le développement de l'empathie. On considère que le rapport à l'autre, on ne peut pas développer l'empathie, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre en fait. Et vous voyez l'enjeu, c'est que si on est éduqué de manière violente, on ne peut pas se mettre à la place des autres. On est dans une forme d'enfermement dans la violence, par la violence et dans la violence. On est enfermé. Donc on n'a pas de capacité, on inhibe complètement ses capacités à ressentir ce que peut ressentir l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie en fait. Et nous avons des solutions. Oui, alors les solutions, oui, elles existent. Donc il y en a quatre. Moi, les solutions, c'est un peu présomptueux. C'est des pistes, en fait, c'est des pistes. Évidemment, il y a des gens qui seront violents toute leur vie. Malheureusement, tout le monde n'est pas. C'est pour ça que c'est important d'éviter les violences le plus tôt possible, à un âge où le cerveau est en plein développement. C'est que l'enjeu, c'est qu'on brise le cercle vicieux de la violence, et de la violence inconsciente. C'est ça l'enjeu. Donc il y a des pistes pour dépasser la violence avec l'enfant, mais pas seulement avec l'enfant, ça peut être employé pour toute relation humaine finalement. Mais l'enjeu, c'est d'autant plus important quand on a affaire à un enfant qui est en construction. La première piste, c'est de se poser toujours la question de mon intention réelle, mon intention sincère envers la personne à qui je m'adresse, envers l'enfant que j'éduque en plus. Est-ce que j'éduque par la peur? Est-ce que mon but, c'est quelque part m'imposer? Donc, inaugurer une relation de pouvoir en fait, et si c'est ça le but, si c'est prendre le pouvoir sur l'autre, et bien il n'y a pas 36 solutions, c'est toujours faire peur. Et malheureusement, dans beaucoup d'éducation, le faire peur, c'est de la méthode, c'est le but. C'est le but, il faut faire peur. Dans toute relation hiérarchique où il y a un chef, le chef, il fait peur. C'est comme ça qu'il assure son autorité au fond. C'est jamais dit. En démocratie, on peut plus se permettre d'avoir un discours franc là-dessus. On est condamné à l'hypocrisie en fait, une sorte de dissimulation. Le chef, il est là pour assurer la protection des personnels, il est là pour assurer la cohérence de l'entreprise, de l'administration. Mais en fait, concrètement, comment il dirige, comment il assure
son autorité, entre guillemets, par la peur, par les sanctions. C'est toute une société, c'est toute une construction sociale. Et les parents, spontanément, ils font ça, ils produisent ce qu'ils ont produit dans le reste de la société, on éduque comme ça. Et la première des violences, c'est la volonté, c'est le désir de faire peur. De faire peur, de convaincre, de soumettre. Et la première, une des phrases, c'est un des petits tests à faire, c'est comment je peux partager une idée sans l'imposer. C'est-à-dire comment, en fait, dans la vie de tous les jours, je vais pouvoir partager mon point de vue, indiquer à l'enfant ce que je souhaite, mais en lui laissant la possibilité déjà d'intégrer l'idée, de se positionner, et pourquoi pas, de dire non et d'accepter qu'il dise non. Et de commencer déjà par là, c'est déjà une première chose. Deuxième piste possible, c'est élaborer des réponses créatives. Parce que souvent, la relation de pouvoir n'est pas créative. Quand on a besoin de la violence ou de la peur pour s'imposer vis-à-vis de quelqu'un, pour assurer son autorité, soi-disant, ou sa volonté en fait, on n'est pas créatif. La violence n'est pas créative en elle-même, elle est même le contraire. Dans cet exemple-là, souvent nous disons en fait à l'enfant, ça serait bien que tu fasses ça. Si tu es d'accord, pourrais-tu faire ça? Ou alors, je suis sûre qu'en faisant comme ça, tu arriveras très bien. En fait, on a des formulations où en fait, on emmène l'autre dans son idée en lui disant que ça sera la meilleure façon pour lui de réussir. La première des petites phrases, ça pourrait de dire « Et toi, tu ferais comment? Dans cette situation, tu ferais comment ?» Tout simplement parce que ça permet déjà à l'enfant d'entrer dans un espace où il va réfléchir à qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça et qu'est-ce que lui, il pourrait. Et alors, faisons confiance parce que les enfants sont extrêmement créatifs et que des fois, ils ont des propositions et des solutions qui sont étonnantes, mais après tout, à partir du moment où ça fonctionne et qu'en plus, c'est en lien avec ce que je voulais faire, pourquoi dire non de cette manière-là? Tester, ils sont incroyables. Donc la créativité, elle se manifeste aussi de deux manières. Souvent, Tu peux pas dire encore une fois. En plus, ce qu'elle avait dit, c'était vrai. C'est pas mal. Donc la créativité se manifeste de deux manières, par l'humour en général. L'humour qui n'est pas de l'ironie, puisque la forme pervertie un peu de l'humour, c'est rire de l'autre. Et là, c'est plutôt une forme d'humour qu'on rit avec l'autre. Ça c'est l'humour, c'est un humour qui inclut et pas qui exclut. Ça c'est la base, c'est la créativité et l'imagination. Ça, c'est fondé sur des réponses, des solutions imaginatives. La créativité. Et là, nous venons de créer quelque chose à partir de l'idée d'une d'entre nous. Voilà. Et donc, je vous donne... L'idée, en fait, c'est... si on pouvait, en fait, se partager ce qui a été identifié, qui fonctionne et qui ne soit pas une violence éducative ordinaire. Donc, on vous propose un petit défi. Annette met à sa disposition son adresse mail, que je vais vous la laisser s'écrire. L'idée, c'est quoi? C'est toute personne qui souhaite en fait indiquer de ce que vous avez discuté tout à l'heure, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui vous semble important de garder, qui peut fonctionner sans violence éducative ordinaire et qui a consolidé ou à mettre en place, cette idée-là que vous avez partagée à votre voisin, vous l'envoyez par mail à elle. Et en fait, elle va du coup avoir des adresses mail et en fait, elle s'engage à renvoyer tout ce qu'elle a eu à toutes les personnes qui ont envoyé une idée. Bref, vous avez donné une idée créative et vous allez recevoir autant d'idées créatives que de personnes qui ont mis une idée sur l'adresse. Je précise, ce que je me propose de faire, c'est vraiment de faire un copier-coller de ce que vous m'enverrez.
pas de résumé, de faire des choix, etc. Donc comme ça, je garde vraiment l'authenticité de ce que vous avez dit. Et puis moi, ça m'évite un travail très fastidieux. Donc tel quel. Je propose aussi, mais je demande votre avis, si vous êtes d'accord, de mettre votre texte et puis juste le prénom en dessous. Vous pouvez signer directement votre texte, comme ça je sais quel prénom mettre ou comment vous voulez être identifié. En fait, vous pouvez faire ça. Vous m'envoyez le texte et puis vous signez ce que vous voulez voir apparaître. Je vous propose donc, ça c'est mon prénom, Anaïg, pas très mal, mais ça se dit Anaïg. Et je vous propose de faire ça dans la semaine qui vient, et moi je ferai le bilan le week-end prochain. Donc on va dire que je vous laisse quand même le samedi, puis moi je me laisse le dimanche pour le faire. Donc d'ici samedi soir prochain, si vous avez envie d'envoyer quelque chose, et ça peut être très bref, hein, ça peut être juste une phrase, il n'y a aucun souci, puis je ferai un document commun, j'enverrai à tout le monde. Ça veut dire aussi, alors j'enverrai en copie cachée, c'est-à-dire qu'on ne verra pas apparaître les adresses mail des autres, donc vous aurez seulement mon adresse mail pour un peu plus d'anonymat quand même. Mais ça veut dire qu'on crée une adresse, une liste de diffusion aussi. On n'a aucun projet de vous envoyer des publicités ou oui, on n'en fait rien, on ne le vend pas et on ne... Voilà. Voilà. Et puis surtout, on vient d'en parler là, donc on ne s'est pas dit qu'on va trouver un truc pour avoir leurs adresses. Et bah, après, comme ça, là, vous avez pu discuter de comment on pouvait faire pour que ça soit possible. Voilà, maintenant c'est vrai qu'on avait l'envie de créer un groupe où éventuellement ceux qui auraient envie reviendraient régulièrement pour qu'il y ait comme une progression et qu'on construise quelque chose. Bon, et voilà, là c'est différent, vous avez les adresses en fait. Yann, il donne en fait les informations. Le prochain temps, je crois que c'est le jeudi 6 décembre, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est différent de... Là, nous partageons, le but, c'est de mettre une dynamique positive autour de ce qui est possible. C'est de se dire, en fait, c'est pas super loin de créer quelque chose, une éducation sans violence éducative. C'est nous le faisons, nous savons le faire, nous avons besoin de le partager. Et par contre, les éléments pour se rencontrer à nouveau, c'est sur le site internet Facebook que Yann gère d'une manière extraordinaire. Donc lui, oui, donc le prochain rendez-vous, puisque mon but c'était aussi d'ancrer dans le temps et qu'on puisse se revoir, pas qu'il y ait un événement isolé comme ça et que bah, c'est bien, on a plein d'informations, on a plein d'échanges, mais après on n'a plus rien. C'est pour les personnes qui le désirent et qui le peuvent, hein, c'est toujours pareil, refaire un événement et puis faire une sorte de bilan de ce qu'on a tiré de la soirée d'échange d'aujourd'hui. Donc là, le prochain rendez-vous, moi je l'ai déjà programmé, j'ai déjà lancé un événement Facebook pour le jeudi 6 décembre, mais ce ne sera pas ici, ça sera dans un autre lieu associatif qui s'appelle La Palette, qui est 11 rue des Parmentiers. 11 rue des Parmentiers. Donc ce sera le 6 décembre à 18h30. C'est jeudi prochain en fait. C'est jeudi prochain. Donc comme ça on peut garder le lien et on peut laisser un peu infuser les idées parce qu'on a beaucoup reçu d'informations, beaucoup d'échanges, c'est assez riche émotionnellement, etc. Et il faut laisser le temps de décanter. Et pour les gens qui le peuvent et qui le veulent, ils peuvent revenir dans une semaine, et dans une semaine on peut faire le point, on peut faire le bilan. Comme ça les idées progressent et on peut faire profiter de l'évolution des informations et des échanges qu'on a au fur et à mesure. Voilà, ça c'est notre manière de fonctionner. On essaie de travailler d'une manière justement un peu créative en fait. Donc, je n'avais pas trop développé les deux autres pistes, donc la 3, ça me paraît aussi important, c'est comprendre que l'énervement est contagieux. Ça on le sait tous intellectuellement, mais émotionnellement on le sait moins. Hein, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un en face de très énervé, on voit que ça bouge à l'intérieur. On ne reste pas neutre, ça bouge à l'intérieur. Et des fois ça bouge même à l'extérieur. C'est donc la violence, sa dynamique, c'est la contagion. C'est la contagion. D'où la nécessité de bloquer la contagion, de ne pas devenir un agent soi-même de porteur de violence, c'est
cultiver le calme à l'intérieur de soi pour ne pas se laisser emporter par le mouvement de contagion. Donc il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques de communication, la communication non violente entre autres, il y en a d'autres, mais il y a aussi une technique de conservation du calme intérieur et extérieur qui est ancestrale, c'est la méditation. La méditation qui permet la maîtrise progressive de soi et le recentrage et ne pas se laisser emporter par les énervements extérieurs ou les informations extérieures. Donc plus on est centré et plus on est apte à faire face aux différentes contrariétés externes et aux gens violents, si malheureusement on est contraint d'en côtoyer. Ça c'est pour le point 3. Et en famille, c'est précieux. Et encore plus peut-être. Donc pour les adultes, savoir conserver son calme, c'est fondamental puisque vous êtes le référent, hein, on est le modèle. Et on sait très bien que la violence, puisqu'elle est contagieuse, elle est mimétique. Donc un enfant qui aura souvent eu l'exemple de relations violentes, de cris, voire de coups ou pire, ben, il va reproduire spontanément. L'enfant, c'est une créature qui imite. Il vit d'imitation, il est mimétique. Donc on ne remet pas en cause ce qu'on vit et on le reproduit. On le reproduit pour casser une habitude acquise de cette manière-là. Il faut faire tout un travail qu'on appelle travail sur soi, de résilience, si on se rend compte que l'habitude est mauvaise et qu'elle nous met même en péril nous-mêmes. Et ça, c'est tout un travail qui peut être psychologique, psychanalytique, etc. C'est pas donné à tout le monde en fait. C'est pas la plupart des gens, la majorité des gens, se contentera d'imiter toute sa vie ce qu'il a reçu. Parce que c'est pas conscientisé. Comme c'est pas conscient, ça va de soi. Tout ce qui n'est pas conscientisé va de soi et est reproduit à l'identique. On est mécanique dès qu'on ne s'examine pas. Il faut s'examiner profondément pour commencer à comprendre qu'on peut mettre en échec les mimétismes et les conditionnements négatifs. Et au fond, tout conditionnement, même les plus positifs à la base, deviennent négatifs. C'est ça le problème. Parce qu'on est des êtres faits pour la liberté. C'est-à-dire qu'on est très bien éduqués. On a reçu une éducation très bien, mais on nous a imposé des choses très bien. Si on vous a imposé des choses, c'est le cas de tout le monde, c'est le cas d'absolument tout le monde. On vous a imposé de l'extérieur des choses très bien. Il faut dire bonjour, il faut être poli, il faut finir son assiette, il faut ceci, cela, on fait comme ça. Et bien, à un moment, ce conditionnement, même qui est très utile socialement, on a un mouvement de rejet parce qu'on ne l'a pas intériorisé d'une manière volontaire et on n'a pas fait usage de notre liberté. Donc ce conditionnement devient négatif. Et ça nécessite donc on pourra appeler une deuxième éducation qui va intérioriser et qui va accepter vraiment au fond de l'être le conditionnement et se le faire sien en fait. C'est un mouvement d'appropriation et de réappropriation de sa puissance existentielle, de sa puissance d'exister. Et on ne peut pas faire autrement. Sinon, on est soit mécanique, soit on est mécanique, soit on est en lutte à des mouvements de violence intérieure. La violence, c'est quelque chose. On est violenté par la technologie. D'accord. Ok. Je finis. Le quatrième et dernier point. Comment dépasser tout ça? Pas évident. Faire des petites choses pour dépasser le stress quotidien. En fait, c'est plutôt la régularité dans laquelle on va se mettre c'est comme une métabolisation en fait. C'est-à-dire l'organisme il peut subir plein de petites doses de poison s'il sait les métaboliser, les évacuer en fait, ou se les assigner. Mais il faut qu'il y ait des régularités de pratique quotidienne. Si la pratique méditative, elle a d'utilité par exemple que si elle est quotidienne.
si c'est une fois tous les 2 mois, ça n'aura pas d'utilité. C'est comme la respiration. On ne peut pas choisir, oh, je peux respirer une fois par semaine. Non, c'est ça. Les enfants ont trouvé du comportement, donc violence verbale, violence physique, enfin voilà. Moi c'est exacerbé, hein, c'est puissance 1 milliard. Et là j'essaye juste, parce qu'il faut rester très humble et très modeste, juste le fait qu'il se concentre juste à un moment sur la respiration. L'enfant se recentre sur un de ses enfants. En tout cas, les enfants sont complètement éparpillés et juste le fait, et même les adultes, c'est juste le fait de se recentrer. Juste, là je m'écoute respirer, je me sens respirer, et c'est déjà énorme. Sans après aller à une méditation qui manque un peu plus de réflexion. C'est la base en fait. Voilà. Commencez bien que par respirer. Il est bien évident que tout ce que je dis, c'est adapté à la singularité de chaque personne en fait. Il ne faut pas fournir un modèle comme ça. Et en main, c'est juste des propositions en fait. Mais les lignes sont là quand il y a des lignes de force qui sont pertinentes en fait. Mais ça nécessite tout un travail d'adaptation à la singularité de la personne et de sa situation. Moi j'appelle ça les mots miroirs. L'effet que c'est contagieux, le stress est contagieux, la peur est contagieuse, on le voit vraiment. Et quand l'adulte est pris de ça, c'est bien de dire un peu de relais. Le collège qui voit ça, ou les parents qui voient que son conjoint est dépassé, d'intervenir à ce moment-là et de ne pas laisser les choses. C'est vraiment les signes avant-coureurs qu'il faut essayer de repérer. C'est tous les symptômes de l'épuisement, en fait, de ce qu'on appelle burn-out. C'est ça, en fait. L'épression, même le cancer. On est origines de cette nature. On le sait maintenant, c'est scientifiquement. Avec le micro. Je voulais vous proposer, voilà, il est 21h15, on approche donc lentement de 21h30, qui était un peu l'heure prévue de fin, mais on a encore un petit peu de temps après si besoin. Et justement, vous proposer, je sens qu'il y a des envies de prise de parole, il y a un monsieur qui a levé la main tout à l'heure, donc s'il y a des choses que vous voulez absolument dire encore ce soir, c'est le moment. Je vous rappelle qu'il y a la possibilité aussi d'envoyer ensuite par écrit ou par email. Si vous voulez dire quelque chose, je vous propose que ce soit maintenant. Et on a aussi une proposition à vous faire. Je vous ai dit tout à l'heure, on a envie de donner suite à tout ça. On a envie qu'il y ait une continuité, qu'il y ait quelque chose qui se construise. On avait imaginé peut-être un groupe qui se réunirait de façon plus ou moins régulière et selon les possibilités et les envies évidemment. Et on aimerait vous demander, vous, est-ce que vous auriez des demandes, des besoins sur le sujet, des envies, des propositions, des idées de suite à donner à cette rencontre, que ce soit d'autres rencontres ou sous d'autres formes. La parole est à vous. Donc il y avait monsieur d'abord et je n'ai plus besoin. Quand on parle de violence ordinaire, j'ai l'impression qu'on parle plus des violences verbales et physiques. On a peut-être moins évoqué les violences, on va dire, plus sournoises, celles qui ne passent pas par ce biais-là. Vous parliez, Madeleine, tout à l'heure d'amener un enfant vers ce vers quoi on veut l'amener, avec peut-être des esprits mal intentionnés, certains parents pour le manipuler. ça marche bien. On peut imaginer aussi. On peut imaginer cette violence, on va dire, sournoise, qui peut aussi être là, où on arrive à manipuler peut-être l'autre, l'enfant en l'occurrence. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça aussi, ça peut faire des dégâts.
si tant est que le parent ait un charisme, une autre chose, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit, on parlait de la peur tout à l'heure, c'est que finalement l'enfant peut être autant, comment dire, détraqué peut-être plus tard, je ne sais rien, parce qu'il aura subi une violence psychologique, quelque chose, sans qu'il y ait eu le moindre coup, la moindre agression verbale, sais-je encore. Voilà. Je reprends. Oui, vous appeliez à donner peut-être des pistes pour poursuivre. Moi, j'en aurai quelques-unes. Tout ce que vous dites, je l'ai déjà un peu lu dans un certain nombre d'ouvrages, dont les ouvrages de Catherine Guéguen, que vous connaissez très certainement. Je suis en train de lire en ce moment son dernier ouvrage, qui est donc Heureux d'apprendre à l'école, mais elle avait écrit avant Pour une enfance heureuse. Dans le livre Pour une enfance heureuse, à la fin du livre, il y a un résumé qui va faire 4 ou 5 pages, pas plus. Dans ces 4 ou 5 pages, de manière très dense, très explicite et très abordable, elle donne tous les fondamentaux un petit peu de ce que sont les violences éducatives, des moyens pour en sortir, et de tout l'éclairage que les neurosciences ont pu apporter dans ce domaine. Donc je pense que si on veut avancer, ça serait peut-être bien que les uns et les autres puissent lire ce livre entre les rencontres. Autre livre aussi, il y a un livre de Edwige Antier qui écrit un livre qui s'appelle L'autorité sans fessée. Edwige Antier, ça fait plus de 10 ans qu'elle se bat justement pour que cette loi qui a été votée hier puisse un jour être votée. Vous la trouvez sur YouTube, hein, si vous ne voulez pas acheter le bouquin, vous la trouvez sur YouTube. Voilà. Et puis donc ça serait l'idée, ça serait de lire ces ouvrages, bien s'imprégner et mettre cette culture particulière. Et ensuite, peut-être une chose, dans nos rencontres, s'il doit y avoir d'autres rencontres, il pourrait y avoir des échanges entre nous, je dirais, sur les situations dans lesquelles chacun d'entre nous peut se trouver et qu'il a pu ou solutionner, ou alors les impasses dans lesquelles on peut se trouver avec tel élève en classe, avec son fils, etc. Ou avec sa propre histoire aussi, hein, que l'on puisse témoigner comme ça les uns et les autres et s'éclairer mutuellement. Merci beaucoup, c'est très judicieux. Moi, je voulais juste rebondir sur l'empoisonnement au sein. C'est bon? Oui. Donc, l'art sous toutes ses formes, c'est prouvé scientifiquement avec les neurosciences, supprime toutes les formes du stress, que l'on soit spectateur ou acteur. Le simple fait d'écouter de la musique avec son enfant va enlever tout le stress de la journée. Et si l'enfant est acteur, l'art doit être accessible à tous, sans question de moyens, etc. Amener les enfants à voir n'importe quelle expo, qu'elle leur fait ou pas, permet de réguler le stress. Ok, bizarre d'avoir le micro. J'avais une idée, oui, alors moi je forme notamment des animateurs, mon métier c'est former des animateurs, et je passe beaucoup par la théorie, mais au bout de 15-20 minutes, ils s'endorment. Et je me rends compte que ce qui est important dans la manière de transmettre mes temps de formation, c'est l'impact émotionnel, donc de se dire qu'il faut que les personnes se sentent impactées émotionnellement. Et je me dis, si on doit développer des méthodes de communication non violente, travailler sur des violences éducatives ordinaires, je pense qu'il peut être intéressant d'imaginer des ateliers théâtre, des débats forums, enfin de changer un peu la forme. Parce que là, ça réservait quand même une capacité intellectuelle importante de suivre 2 heures d'échanges comme ceci. Et donc, pour ouvrir les portes, je pense qu'il faut changer les méthodes. Juste pour préciser du coup, par rapport aux ateliers, on en a parlé déjà, et entre nous, je veux dire, on se pose la question, en même temps il existe déjà des choses,
Donc notre question, ça serait qu'est-ce que nous, on peut proposer de spécifique? J'ai juste une blague à vous raconter. Que fait les enfants quand ils sont amis et violents? Amis et violents. Et un petit peu violents quand même. Se lance des balles sur la tête. Non. Bataille de polo chaud. Non. Se mordent les orteils. Non. Se tirent les cheveux. Non. Non. Bah, ils se transforment en avion parce qu'il y a l'autre qui lui donne un coup là, donc après l'autre, puisqu'il a son manteau, il vole, donc après il sort son manteau pour pouvoir voler. Intéressant. C'est pour cette piste. Merci. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, Anaïg a parlé de l'association OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Et sur les différents territoires. Il existe aussi une autre association une association qui s'appelle Stop, qui essaye d'œuvrer pour qu'on arrive effectivement à convaincre que les violences éducatives ne vont faire que provoquer de la violence. Donc, je pense que si on veut être aussi au courant, il est important d'aller, vous êtes tous, peut-être, enfin vous êtes sans doute sur des réseaux sociaux, abonnez-vous à des pages comme OVO et Stop VO qui permettent aussi d'avoir des informations, qui permettent de peut-être de... Stop VO, mais en Lorraine on est 3, si vous imaginez, donc moi je peux bien plus répéter ça. Alors, l'association recense et centralise des actions envers les députés, envers les sénateurs, envers les parents quelquefois, répond à des interviews, se déplace dans les journaux télévisés, dans les différentes émissions auxquelles ils sont invités, répond à des interviews dans les journaux. Et en fait, les parents sont invités à venir, c'est militant. Hein. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de demande. Voilà. Et on est très lié à l'Observatoire Violence Éducative Ordinaire. Et sur Facebook, vous savez tout. Vous aimez la page et vous avez des infos. Stop VO. C'est écrit en vert sur le tableau. Les codes marchent pas si vous êtes comment. Les codes marchent pas si vous êtes